Bonjour à tous et bienvenue sur Le Panier, le premier podcast e-commerce en France dans lequel je reçois des commerçants qui viennent me raconter leurs bonnes pratiques, leurs apprentissages, leurs recettes gagnantes pour vendre mieux et plus en ligne ou en boutique. Si vous écoutez ce podcast ou cette émission sur Apple Podcast ou sur Spotify, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous regardez l'émission sur YouTube, surtout abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines émissions. Je rajoute un petit mot pour vous dire qu'on s'est parlé pendant une grosse trentaine de minutes de plein de choses incroyables, mais qu'on passe au e-commerce à peu près la minute 30-32 de cet épisode. Donc si vous voulez sauter les incroyables aventures de Pierre en parachutisme, en drone de compète, dans des compétitions de drones à $1 million à Dubaï, si vous voulez passer directement au e-com et au business, passez environ la minute 32 si je dis pas de bêtises, et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Bonne écoute. Je reçois aujourd'hui un invité particulier, et il se trouve qu'on enregistre le mercredi 28 mai, on est la veille d'un long week-end, puisque demain c'est le jeudi de Pentecôte, c'est ça hein? C'est ça exactement. Ouais, il n'y a plus personne au bureau, donc je vous propose aujourd'hui un épisode un peu particulier où on va se lâcher. Pierre, je l'ai reçu il y a 2 mois dans une série spéciale que j'organisais en partenariat avec Shopify sur le commerce unifié. C'est une super pilule, on appelle ça les Pils, un petit hors-série d'une 15aine de minutes où on rentre en détail sur la manière dont WeBot, où tu travailles, est organisé sur le commerce unifié, a mis ça en place côté commerçant pour avoir un système complètement unifié de gestion de stock, de vente, boutique, D2C, enfin bref, comment vous avez mis en place le POS et le commerce unifié grâce à Shopify. Super épisode. Tapez WeBot et le panier dans votre plateforme et vous d'écoute et vous retrouverez cet épisode. Mais en parallèle de cet épisode, Pierre m'avait raconté pas mal de choses assez intéressante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te réinvite parce que je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, à la fois sur ton parcours, qui est très particulier, mais à la fois aussi sur WeBot et ce que tu y fais depuis 6 ans. En vrac, comment est-ce que tu es venu de la pêche à tes passions d'aujourd'hui? Comment est-ce que tu es devenu champion de drone et surtout champion du monde de parachutisme de précision atterrissage, c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, c'est comment depuis 4000 mètres d'altitude, on atterrit sur une pièce de 10 centimes d'euros. 1000 mètres d'altitude, pardon, on atterrit sur une pièce de 10 centimes d'euros. Comment tu t'es formé au SEO, à l'IA et au e-commerce, et comment tu es arrivé chez WeBot, et aujourd'hui ce que tu fais chez WeBot, parce que tu es directeur des opérations, et ton credo, c'est un peu l'optimisation, l'automatisation des tâches pour être plus efficace à moindre coût. Exactement. Et donc apporter plus de valeur à tes clients. Ça nous fait un sacré programme. Je vous ai dit, aujourd'hui on se permet un épisode, c'est pas un hors-série, mais on sort un petit peu du cadre traditionnel du panier. T'as décidé de sortir de l'ombre aussi, je le note, parce qu'avant tu n'existais pas sur LinkedIn, mais depuis tu as créé ton compte. Donc si vous voulez poursuivre la conversation avec Pierre, c'est Pierre Asteix, A-S-T-E-I-X sur LinkedIn. Et WeBot, si vous voulez aller faire un tour. C'est quoi WeBot d'ailleurs en 2 mots? En 2 mots, c'est l'acteur majeur en France de mobilité électrique qui vend des trottinettes et des vélos électriques. Et ben voilà, importateur, l'un des seuls importateurs qui marche et qui tient, que vous avez en plus, je crois, des exclusivités sur certaines marques. Exactement. Tu me le diras, c'est sur WeBot, WEE-BOT.com, une boîte qui a été fondée par 2 étudiants en école de commerce en 2015. En 2015 et qui aujourd'hui fait une 15aine de millions, 80% en ligne, 4 boutiques. Et tu vas nous en parler tout à l'heure. J'ai parlé de la pêche. Ça a commencé par là. Vas-y. Ça a commencé par là. À l'époque, j'ai été au bord de l'eau avec ma mère. J'avais 4 ans et j'ai rencontré un monsieur parce que j'avais une canne à pêche avec un poisson au bout. Et voilà, j'étais jeune. Et il a dit à ma mère, si vous voulez, je le prends en charge pour faire un coaching tous les mercredis. Parce que j'aimerais l'emmener à des compétitions et ainsi de suite. De pêche. De pêche. C'est né de là, pardon, ta passion de la compétition? Ma hargne, ouais, de la compétition, de préparer, parce qu'en fait la pêche, ça peut être un peu la pêche de papy, non, en fait la pêche, c'est vraiment technique, c'est hyper technique dans l'utilisation de la canne, le fil, les flotteurs et ainsi de suite, et j'avais la chance d'avoir un coach qui était anciennement en équipe de France, qui avait un très bon niveau, et qui m'a enseigné... Une équipe de France de pêche? Ouais, exactement, aidé à plein de disciplines. Et moi, c'était la pêche au coup, la pêche aussi au lancer, sur la partie feeder, mais surtout la pêche au coup. Et sur la pêche au coup... C'est quoi la pêche au coup? La pêche au coup, c'est la canne de papy, en gros. Okay. Ça va jusqu'à 13 mètres de long, 15 mètres de long. Tu vois, ça peut aller très loin. Et il y a plein de techniques selon la couleur de l'eau, selon l'amorce, les ingrédients, selon plein de choses. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu le côté créatif.
parce que moi j'étais jeune, ma mère elle avait pas les moyens. Ce monsieur, il m'emmenait bénévolement, il était à la retraite à la pêche et il était très créatif. Il créait tout à la maison. Il créait une machine pour créer les hameçons lui-même. Il créait les flotteurs avec des matériaux composites spécifiques. Il m'a appris à souder, il m'a appris à bricoler, il m'a appris à faire énormément de choses qui, à l'heure d'aujourd'hui, m'ont amené à créer des choses de grande envergure. Et à l'époque, ça a démarré de la pêche. Donc ça a commencé par la pêche. Voilà. Ok. Et ce monsieur, il était vraiment hyper intéressant. Il l'est toujours. Et voilà. Tu as ensuite tu as eu un parcours un peu drôle où tu es allé vers les jeux vidéo parce que tes voisins t'avaient prêté une vieille tour. Ouais. Alors du coup j'étais hyper geek à l'époque en parallèle de la pêche et ça l'embêtait énormément parce que il me voyait. En fait lui il avait tout misé sur moi. Donc j'étais arrivé à un bon niveau. J'étais arrivé à un niveau France où j'étais 2e en France, tu vois, en pêche au coup dans ma discipline sur mon âge. Et donc, du coup, à cette période-là, j'étais un vrai geek. J'avais une PS2 à l'époque et je jouais énormément. Et j'avais tendance à toujours faire des croquis de machines, des choses que j'imaginais, plein de choses. Et je faisais des parties gaming sur Call of Duty rémunérées. J'étais pas encore majeur du tout, loin de là. Et j'avais des parties qui sont rémunérées. Je croyais que tu gagnais des prix quand tu gagnais des concours. Mais à l'époque, non, il y avait des parties qui étaient rémunérées. Sur des concours effectivement, mais des parties rémunérées, ouais. Et donc en parallèle de ça, moi j'avais pas d'ordinateur à l'époque, ma mère elle avait pas les moyens de m'acheter un ordinateur, ni moi, j'étais un enfant. Et la voisine, elle avait une grosse tour, une énorme tour. Je sais pas si vous pouvez imaginer les tours avec les gros écrans hyper lourds et tout. Et elle le débranchait de chez elle, elle le ramenait chez moi et elle me montrait les outils, comment fonctionne un ordinateur et tout ça. Et donc de là a commencé la geekerie. Voilà. Il a fallu après aller à l'école et ainsi de suite. Et là, du coup, j'ai mis de l'argent de côté énormément et je me suis acheté mon premier ordinateur avec 4 Go de RAM. Et un Intel, un vieux, très, très très vieux PC. Et j'ai commencé à me former dessus, à être un vrai geek, à faire des choses pas très légales aussi, à comprendre à hacker des trucs. Mon meilleur pote, il avait ses parents. J'avais un iPhone 3GS aussi à l'époque. J'avais jailbreaké. Et ce que j'avais fait, c'est que j'appelais sa mère avec le téléphone de son père, mais avec mon téléphone. Voilà. Et je faisais plein de trucs comme ça et j'étais un vrai geek passionné. Je testais plein de trucs, je bidouillais. Enfin voilà, hyper intéressé par tout ce qui est informatique. Donc et comment t'en es venu au drone ? Le drone. Parce que je sais pas si je l'ai dit en intro, mais t'as aussi été égérie et pilote de course de drone. C'est ça exactement. Enfin, pilote de course de drone. Tout à fait. Pilote de drone de course, pardon. Ouais. Mal. En fait, je fais du modélisme où j'ai commencé dans un petit club à côté de chez moi, à Berne-sur-Oise. Et dans le club de modélisme, c'était un vieux club à l'ancienne où ils faisaient du radiocommandé mais aussi du vol circulaire. Vous regarderez sur internet, c'est l'ancêtre en fait de la radiocommande de la voiture et ainsi de suite. Donc c'était avec des fils, l'avion il vole, voilà. Et j'ai monté des échelons et je crois que c'est en 2006 ou en 2007 à Metz, une base militaire, je deviens champion de France de planeur radiocommandé. Toujours à fond dans la performance et ainsi de suite. Et de là, je découvre en fait qu'il y a des gens, ils mettent une caméra, donc c'était les GoPro à l'époque, la GoPro Hero, ça n'existait même pas, la GoPro 1 et tout. Ils mettent des caméras sur des avions, sur les trucs qui volent, quoi. Et ils font des images. Et je dis, c'est un truc de fou et tout. Et de là, se démocratise un petit peu le drone. Et mon meilleur ami et moi, on se dit, ok, on fait max d'économie à ce Noël-là, on s'achète 2 drones. Moi, j'achète un DJI. C'était les tout premiers, le Phantom. Et mon meilleur ami s'achète un drone d'une marque qui se lance, qui a rien à voir, qui fait un peu de course et ainsi de suite. Et du coup, il s'est fait vite repérer par la marque en question. On a compris vite, on était assez débrouillard, que YouTube, il y avait un truc à faire. Et on s'est mis à faire plein de vidéos sur YouTube et à envoyer aux marques, on voudrait se faire sponsoriser et tout. Mais c'était des coups d'épée dans l'eau parce qu'au final, on ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Ça a marché pour lui. Il a réussi à se faire tirer et la marque, elle était en Belgique, à se faire inviter là-bas. Ils lui ont filé du matos et tout. Et le matos, le surplus qu'il avait, il me le prêtait. On volait ensemble et on a commencé à se concocter un truc sympa. Et de fil en aiguille, on est arrivé à se faire une belle reconnaissance en France. On faisait partie j'espère que mes chevilles vont pas enfler ou vont pas exploser, mais
je pense qu'on était dans le top 10 mondial en drone de course. Et on faisait aussi un peu de prise de vue, mais vite fait, à l'époque, c'était pas hyper démocratisé, c'était plus la course, c'était nouveau. Nous, c'était pour moi, c'était comme si j'étais dans Call of Duty au final. C'était Call of Duty, Ready Player One. C'est comme, pour moi, c'était ça en fait. Donc du coup, on vole beaucoup, on fait des courses, on gagne. Et on se fait repérer par des équipes professionnelles qui se lancent, des banques derrière qui mettent de l'argent sur la table. On se fait sélectionner pour aller gagner une course à $1 million à Dubaï. Ça a débouché ensuite sur une course sur les Champs-Élysées. Et de fil en aiguille, on se fait une belle reconnaissance, si bien que c'est là où en fait je comprends à parler avec les Asiatiques. Parce que les usines en Chine, elles produisaient en masse des drones. Et quand les Français allaient dans les usines chinoises, et qui regardait les vidéos des drones, en fait, c'était les vidéos de mon meilleur ami et moi. Ok. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. On a rencontré le numéro 1 de DJI, on a rencontré des gens assez haut placés. Et du coup, après, je me suis fait repérer. Je suis rentré, en fait, Parrot, que tu connais, Cédou, qui est aussi les pâtés, et ainsi de suite. Il a monté, du coup, avec Parrot, Cinéma pâté. Voilà, Cinéma pâté. Il a monté du coup une startup qui s'appelle Nano Racing et il y a un monsieur, Fabien Mador, qui m'a contacté et qui m'a dit je vous veux en tant que pilote de égérie. Et Nano Racing, en fait, l'objectif c'était de faire des drones miniatures pour voler en intérieur, mais aussi pour tout ce qui est la BAC, tout ce qui est pour gendarmerie, les pompiers et ainsi de suite. Et donc c'était des micro-composants et ainsi de suite. À l'époque, c'est assez fou. C'était des mini-drones, ça n'existait pas. C'était c'était le début du drone en France. Et donc, du coup, t'avais quel âge à ce moment-là? J'étais en parallèle du parachutisme, j'avais 13 ans, 14 ans. Et donc, il me fait rentrer en tant qu'égérie, un peu officiellement, du coup. Et là, je rencontre, du coup, ce que c'est une start-up. Je découvre la start-up. Donc, je découvre toutes mes vacances, je vais là-bas. Moi, je m'éclate. Il m'apprend à utiliser l'imprimante 3D. Il m'apprend à faire la conception des 3D. Il m'apprend à faire, je m'en souviendrai toute ma vie, à faire un deal d'1 million d'euros. J'ai été invité, voilà, j'étais un enfant, moi, à ce moment-là. Mais en fait, je suis il me prend avec lui partout. Je découvre ce que c'est en fait une entreprise, une start-up, comment on conçoit un business, comment on le fait tourner. J'apprends du dev, j'apprends les micro-composants, les lire. Enfin, j'apprends vraiment, je deviens vraiment assez polyvalent. Et donc rapidement, du coup, je me décide parce que en parallèle, je fais du parachutisme et il y avait une contrainte dans mon sport. En fait, l'objectif, c'est de peser sur une pièce de 10 centimes d'euros. Et comme je t'ai expliqué, on a des talons sous les chaussures. Attends, tu me l'as expliqué hors micro, mais juste, donc c'est deux choses que tu fais en parallèle. Tu te passionnes pour le drone, tu deviens pilote, égérie d'une marque, voilà, dans laquelle tu vas découvrir un peu le business. Exactement. Assez jeune, hein, tu as une quinzaine d'années. C'est ça, exactement. Et ça, c'est un peu ton arrivée vers le e-commerce et le business. Exactement. Mais faisons un pas de côté pour voir l'autre chemin en parallèle. D'où tu fais du parachutisme? Donc j'ai commencé à l'âge de 12 ans sur un baptême. En parallèle de ça, en fait, j'ai toujours fait du cerf-volant. Et ma mère, tout étant petit, on n'avait pas les moyens. Un fil et un truc qui vole, ça coûtait pas cher. Donc elle m'a emmené dans des événements à Fort-Mahon, par exemple. Il y a c'est un championnat, un gros événement mondial pas à Fort-Mahon. Si, Fort-Mahon. Non, pas à Fort-Mahon, pardon. Excuse-moi. L'événement mondial de quoi? De cerf-volant? Ouais. C'est en Normandie quelque part, c'est ça? Exactement. Dans le Nord? Okay. J'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, et du coup, je fais du cerf-volant, je rencontre les équipes qui font de la compète, toujours dans la même boucle en fait. Berck-sur-Mer? Berck-sur-Mer, voilà. Ouais, c'est ça. Berck. Et je fais du cerf-volant de combat et je me mets au kitesurf. Et pendant les vacances, je vais à Cabourg avec ma mère. Depuis toujours, je rencontre un monsieur qui a Meravia. C'est un endroit où on apprend à faire du kitesurf. Et je me passionne et je fais la même chose que dans les startups. En fait, moi, je passe du temps avec les gens, un peu gracieusement, mais du coup, je prends les XP. Et derrière, après, j'enseigne. Voilà, donc j'enseignais le kitesurf, j'étais assez jeune. Et de fil en aiguille, du coup, en fait, c'est quoi un kitesurf? C'est un genre de parachute. Et donc, à côté de chez moi, à 10 minutes, même pas, il y a l'aérodrome de Persan-Beaumont, sur lequel on fait... En région parisienne. En région parisienne, à partir de 12 ans, on peut faire du parachutisme ascensionnel. Le nom, c'est GIPS. Vous pouvez regarder le site internet GIPS. Et c'est vraiment pas cher. Et c'est pour ça que j'ai pu l'atteindre. Un baptême, c'est aux alentours de 30 €. Vous voyez, donc c'est vraiment raisonnable. Et pour pratiquer tout seul, en fait, ça coûte pas si cher. C'est environ 5 € le vol.
Et la formation, elle est rapide. Parce que tu m'as effectivement dit en micro que voilà, tu n'es pas d'une famille aisée. Exactement. Bien au contraire. Et moi, j'avais toujours en tête que le parachutisme, c'est hors de prix. Alors peut-être pas l'ascensionnel, mais... Et donc dans l'ascensionnel, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est parachute-paris.org, le groupe du parachute ascensionnel Paris, Gips 95. Ok. C'est ça. Et donc, toujours dans le même esprit, XP, conversion, et ensuite, pour revenir plus fort. Et en fait, quand je me rentre dans ce club-là, en fait, au début, je tiens les voiles, j'aide. J'avais fait juste un baptême, mais j'avais pas les sous pour voler. Ah putain, c'est 7 € le vol? Ouais. En parachutisme ascensionnel? C'est ça, exactement. Ok, pardon, je t'ai coupé la parole. Finalité des comptes, l'équipe de France vient s'entraîner parce que en fait, le parachute ascensionnel, dans ma discipline, la pression d'atterrissage, le but, nous, c'est d'arriver sur la pièce de 6 centimes d'euros. Donc, t'as pas besoin de prendre l'avion et de monter à 4000. Plier ton parachute encore, remonter et tout. Et là, tu peux parce qu'en parachutisme ascensionnel, alors juste pour l'expliquer, donc c'est comme ce qu'on voit sur les plages, sauf que là c'est... Avec un 4x4 sur de l'herbe. Une fois que t'es monté, tu largues le câble et tu voles normalement. Et tu voles à quelle hauteur? Il monte à quelle hauteur le câble? 300 mètres. Donc il te monte à 300 mètres, ce qui est largement suffisant pour... Ah oui, le parachute étant ouvert. Déjà ouvert. C'est le même qu'en saut d'avion. Comme en parapente. Ok. Donc c'est comme si tu faisais les 300 derniers mètres de ta chute libre, sauf que ça a coûté beaucoup moins. Ok. Et donc en entraînement, tu peux faire 20-30 vols par jour, alors qu'en saut d'avion, t'es vraiment lessivé à la fin de la journée, tu peux faire 10-15 sauts. Ok. Donc au final, et c'est moins cher. Donc l'équipe de France est venue s'entraîner dans ce club-là, et je les ai découverts. Et donc c'était Jean-Noël Ardouin à l'époque, l'entraîneur de l'équipe de France, qui me montre une vidéo où l'équipe de France va déposer dans le Stade de France un ballon pour l'ouverture d'un match. Et là, je me dis, en fait, c'est sympa le truc, j'ai envie de faire ça. Et il me dit, pour faire ça, c'est simple, il faut que tu fasses de la compète. Moi, qui kiffe la compète, qui a déjà fait de la pêche à haut niveau, du drone, du modélisme et d'autres choses annexes, du judo, enfin pas mal de choses dans le sport toujours. Je lui dis, pas de problème. Il me dit, c'est simple, pour que tu viennes dans le stade, là, faut que tu aies un niveau international. Voilà. En fait, il me mettait un peu la poudre aux yeux. Oui. En réalité, il fallait pas ça, mais... c'était un cap à passer. Donc du coup, je suis venu tous les mercredis quand j'avais pas cours et tous les week-ends j'allais dans le club, j'allais aider et je regardais, je filmais tout. Je regardais. J'avais pas les moyens pour payer et tout. Et en fait, les filles, elles étaient tellement admiratives par le passion que j'ai mis en fait dans l'aide d'accompagner l'équipe de France et tout. Elles ont une association, elles se sont cotisées et elles m'ont payé une année de vol. D'entraînement. T'avais quel âge? J'avais 13 ans, 12 ans, 13 ans. Incroyable, ok. Ouais. Et donc, du coup, je me mets à... Mais donc, il faut quoi? Il faut un parachute et il faut un jeton pour te faire tirer et te faire soulever par le 4x4. Ouais, c'est tout. C'est tout? Et ouais, t'as une n'importe cible. Enfin, il faut pas je sais pas, une tenue, une combinaison. Non. Jogging, voilà. Ok. Simple. Et donc, le parachute, ça coûte combien? Un parachute, ça coûte assez cher. Neuf, juste la voile, c'est 3-4 000 euros. Pourquoi tu dis juste la voile? Parce que en ascensionnel, t'as pas besoin d'harnais spécifique, t'as besoin d'harnais old school, peu importe, parce que t'as pas de secours avec toi. Okay. Tu voles, t'atterris. Tu m'as dit combien? 3-4 000? Ouais, 3-4 000 juste la voile. Une voile, ok. Et donc du coup, je découvre le parachutisme où je fais un peu d'entraînement maintenant parce que j'ai eu les fonds pour le faire. Et vu que je commence à faire un petit peu des diplômes, à passer des diplômes, la région elle me donne de l'argent et ainsi de suite. Et là, du coup, je commence à pouvoir faire un truc, quoi. Et donc, je prends un niveau qui est quand même sympa. Et je me fais détecter du coup en équipe. Et vite, on me met en fait en espoir, en équipe de France espoir et ainsi de suite, très jeune. Et de fil en aiguille, du coup, on me finance. Et je les remercierai jamais assez. La Fédération française de parachutisme a mis les moyens sur la table pour me faire réussir et pour que je puisse passer un cap, si tu veux. Et donc, je me fais vite homologuer, je sais pas comment je serais le thème, mais SHN, donc athlète de haut niveau. Et donc, en parallèle de mes études, donc je fais des études aéronautiques à ce moment-là, eh bien, j'ai un aménagement d'emploi du temps sur mesure. Donc, je vais en cours dans une école classique. Donc, j'étais à La Ferté-Alais dans une école aéronautique et j'ai des mots d'excuses, en gros, pour aller faire des compètes. Pour faire des sauts l'après-midi, des entraînements l'après-midi. Voilà. Ok. Et donc, je commence des moi, les gamins et les gamines de l'âge de mes filles, c'est le conservatoire, tu vois. C'est les horaires aménagés, je sais plus comment ça s'appelle, CHAPS, APS, peu importe. Toi, c'était pour aller faire des sauts en parachute. C'est ça. Et donc, du coup, en parallèle du drone, je fais du parachutisme. Et quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc, je me coupe beaucoup de mes amis, de tout. Et j'avais qu'un seul objectif pour moi. En fait, j'avais deux rêves. Le premier, c'était d'écrire un truc dans l'histoire. Ça veut rien dire. Il est pas trop tard. Voilà. Et le deuxième, c'était d'aller dans l'espace.
C'était ça mes deux rêves, voilà. Et donc pour écrire quelque chose dans l'histoire, je me dis si j'ai un titre de champion du monde, c'est un peu le sacre et tout, ça peut être sympa, c'est motivant et tout. Donc je mets tout sur la table, toute mon énergie dans le truc. Donc on revient toujours à l'histoire de Nano Racing où en parallèle je monte du coup la marque Quickhill avec un dépôt de brevet à l'INPI avec un concept pour les talons pour atterrir sur les pièces de 10 centimes d'euros. Tu vois, on relie un petit peu le truc. Ouais, mais attends, juste, comment t'arrives en équipe de France? Comment t'arrives dans un championnat du monde depuis ton... J'ai oublié le nom. Depuis le GIPS dans le 95, c'est ça? Ouais. 78? 95? Exactement. Le GIPS, si tu veux... Enfin, je comprends, hein, les cours, tu te fais repérer par la fédération. C'est ça, exactement. Mais il faut monter. Toi, c'est une ascension ultra rapide. Et j'ai de la chance parce que dans ce club, le GIPS, c'est en fait c'est la meilleure école au monde pour apprendre la précision d'atterrissage. Et ça, je ne l'ai pas réalisé, parce que moi, j'habitais à 10 minutes du centre. Et donc, il y a des moniteurs, Gilbert, Thierry, Aldo, Gilles, enfin pas mal de monde qui font que ils me font passer un step en termes d'entraînement. Et en fait, je deviens leur poulain, en fait. À titre perso, j'ai pas connu mon père et j'ai jamais eu de cadre familial de ce côté-là. Et donc, du coup, toutes les personnes qui m'ont entouré depuis le départ, depuis mon coach de pêche et ainsi de suite, ils sont tous pris un peu pour mon père spirituel. Et donc, du coup, ils m'ont toujours pris par la main de telle sorte à m'emmener le plus haut possible. Donc, j'ai pris beaucoup d'XP grâce à ça. Et les gens en question avec qui je traîne, c'est des gens qui ont 40, 30, minimum 30 ans, quoi. C'est des chefs d'entreprise, c'est des gens qui ont ils ont une vraie vie. Parce que, comme tu disais, le parachutisme, ça coûte cher. Donc, dedans, il y a vraiment des têtes des gens qui sont en place. Et donc, du coup, je me fais détecter, je fais des tâches de détection et tout. Et à 15 ans, tu as le droit de sauter d'avion. Et à 15 ans, Pascal Gris, du coup, qui est entraîneur cette fois-ci de l'équipe de France, il sait que je viens de l'ascensionnel, que j'ai un niveau et tout. Il me prend et il m'emmène à ma première compète. Il me fait passer vite la formation de saut d'avion. Donc, en fait, c'est le relais entre l'ascensionnel et le saut d'avion. Et donc, vite, je saute et il me met direct dans une compétition. Et je deviens, je sais plus, j'étais 2 ou 3e au championnat de France junior. Junior dans ma discipline, parce que c'est jusqu'à 26 ans. Ah, ok. Donc, faut pas s'imaginer. Junior, c'est vraiment tardif. Et donc, je me sens encore junior. Et du coup, en parallèle, je fais aussi pour l'ascensionnel des Coupes d'Europe. Voilà. Et je commence à prendre des sacres, des récompenses sympas. Et puis, il y a des sélections pour aller au championnat du monde. Et chaque année, en fait, tous les 2 ans, tu as un championnat d'Europe ou un championnat chaque année, tu as championnat d'Europe, championnat du monde en alternance. Et là, du coup, je suis pas sélectionné. Des grandes déceptions. C'était Chicago à l'époque. Je crois que c'était un championnat d'Europe. Non, c'était pas... Enfin, je sais plus, bref. Et j'ai beaucoup de déceptions. Et je me dis, écoute, Pierre, ça fait 6 ans que tu fais du parachutisme, que t'as consacré ta vie à ça, en parallèle du drone et ainsi de suite. Franchement, si on me prend pas pour la prochaine échéance, je crois j'arrête, quoi. Parce que j'avais tout donné, j'étais dans un très bon niveau, en niveau français j'avais un très bon niveau et tout. Je me dis non, quand même, je pensais un peu à moi aussi et je voyais le temps passer et je me dis qu'est-ce que je vais faire de mon avenir si je suis pas sélectionné, je vais repartir encore pour 2 ans pour le championnat du monde et tout, non. Et donc du coup j'étais sélectionné pour partir en Bulgarie en 2018 pour représenter la France. Donc quand on va représenter une France, on a du coup 5 hommes, 5 femmes et 2 juniors. Donc toi, t'étais l'un des 2 juniors. Chaque nation a le droit de ramener. Voilà. Ouais. Je fais partie des 2 juniors. On part. Donc on fait des entraînements à Gaptalar où on a notre pôle là-bas. On part en Bulgarie en 2018. Tout le monde me dit, Pierre, ouais, le parachute c'est mieux que tu le mets avec toi parce qu'on s'est déjà arrivé sur des compètes où on reçoit pas des fois le matos, on le reçoit après. Tu connais les agences, tout ce qui est airline et tout. Bon, on arrive en Bulgarie et là, le seul qui reçoit pas ce matos, c'est moi. Et là, du coup, petit coup de stress. Non, mais on peut pas prendre n'importe quel parachute pour sauter. Il faut un parachute personnalisé, il faut le régler. Enfin, il y a... Dans ma discipline, en fait, c'est comme si tu étais un pilote de Formule 1. T'as tes pneus, t'as tes réglages de volant, t'as tout. Moi, c'est un parachute. Ça faisait 6 ans que je m'entraînais avec. 6 ans. Enfin, depuis l'âge de mes 12 ans, je l'avais. Je m'entraînais, je le connaissais par cœur. C'est moi qui l'avais réglé. Par cœur. Et il faut, on dit, une centaine de sauts juste pour roder le parachute. Et pour bien le connaître, faut, je sais pas, 1000 sauts avec. Enfin, tu commences vraiment à bien le connaître là cette fois-ci. Après, quand tu as de l'expérience, tu peux prendre n'importe quel matos et vite réagir.
Et l'ascensionnel, j'avais fait du parapente, enfin, dans ce club-là, on peut toucher à toutes les voiles. Et on faisait toujours des concours où on échangeait les voiles et ainsi de suite. Et là, l'entraîneur, il vient me voir et me dit, bon, bah, ton matos, il n'est pas arrivé. Je vais voir ce que je peux faire. Et donc là, il demande à l'organisation bulgare, est-ce que vous n'avez pas un matos qui traîne? Et là, il y a un matos qui traîne. Donc, c'est un matos non homologué en France, d'ailleurs, avec un sac harnais à Valonne. Les connaisseurs se reconnaîtront. Et donc, du coup, on me prête un matos donc d'une femme. Le harnais trop petit à ma taille. Parachute 999, il n'est pas rodé. C'est encore. Ouais, ça se rôde un parachute? Bah oui, il faut une centaine de. Mais ça de veut dire sauts. quoi, roder? Comment tu rodes? Roder, Enfin, le qu'est-ce que tissu, tu il rodes? prend sa place. Ok. Tu vois l'élasticité dans les fils, je vais parler vulgairement, mais les fils. Donc, il faut que ça prenne un peu sa place, tu vois. C'est comme un t-shirt, il va se faire un petit peu, tu vois, avec le temps. Ben, c'est un peu pareil. Et donc, du coup, je fais 6 sauts avec. Et le deal avec mon entraîneur, c'était si tu finis l'entraînement avec ce parachute-là et que tu reçois pas ton parachute avant, tu peux pas sauter en gros avec ton parachute en Bulgarie, bah, tu prends ce parachute-là pour faire la compète. Et donc, on reçoit pas le matos. Je spoil un peu une vérité. On reçoit le matos le soir de la compète. Sauf qu'on avait fait un deal. Et à l'organisation, on avait dit que j'avais pas de matos. Et donc, du coup, ce soir-là. Elle doit valider le matos avec lequel tu sautes. Enfin, il le valide, mais en réalité, le matos, il me l'avait prêté juste pour les sauts d'entraînement. Ok. Pas pour faire la compète. Donc, du coup, on dit on n'a pas reçu le matos. Et on garde le deal. Et tout le monde à table rigole après de moi. Il me dit mais t'es un gros malade, t'es fou et tout. Utilise ton parachute, tu connais par cœur pour faire la compète. Et là, du coup, la compète, elle commence. Donc, c'est sur 10 sauts. L'objectif, c'est d'atterrir sur une pièce de 10 centimes d'euros et de faire le moins de centimètres possible. C'est comme aux fléchettes. Faut atterrir et donc, sur les 10 sauts, toute ta compétition est remise en question. Donc, quand tu... C'est quoi? C'est le meilleur des 10? C'est la somme des 10? Non, quoi, c'est la somme des 10. Donc, si tu te foires sur un saut, ta compète, elle est foirée. Et je te parle de te foirer, le niveau, il est tel que sur une compète comme ça, il y avait 43 nations, sauf un de ma part. Dans chaque nation, 12 personnes. Donc au total, tu vois le nombre total de personnes, ça fait des centaines et des centaines de personnes. Et si tu veux pas te retrouver en bas du podium, faut tout le temps faire des 0 ou des 1. 0, 1, 0, t'atterris dessus. C'est en centimètres. C'est en centimètres. 1 centimètre, c'est t'atterris 1 centimètre à côté de du point. Et des fois, tu fais 2 centimètres, tu finis 4e page. Okay. Tu vois, quand ils affichent les résultats, c'est par des blocs de 50 personnes. Bah, tu finis 4e page quand tu fais 2 cm en trop. Alors juste en pratique, ça veut dire quoi? Tu dois le taper avec ton talon, avec ton La pied, règle dit, c'est le premier impact qui compte. Ensuite, il y a une autre règle qui dit, tu as le droit d'utiliser une chaussure parce que tout le monde utilise ça, et il faut des talons qui abîment pas le matériel, qui sont homologués avec une certaine dimension, taille et ainsi de suite. Ok, donc c'est vraiment ce premier coup de talon, parce que tu atterris avec le talon. Exactement. Ce premier coup de talon qui va compter. Ensuite, tu peux poser tout le pied. Ouais, mais c'est le premier impact qui compte. C'est le premier impact. Et donc, il y a un matériel spécifique. Électronique qui calcule où tu as posé. Comme un système de fléchettes. Ok. Et donc, du coup, la compétition, elle se déroule. Moi, je me mets dans ma bulle. Première compète, premier championnat du monde. Ça fait des années que je le voulais, ce championnat du monde. Et donc, du coup, je savais pas, mais apparemment, je prends la tête de la compète. Et les équipes étrangères viennent me voir. Ils me disent continue comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de pression en compète parce que chaque saut, c'est une remise en question. Ouais. Voilà. Et du coup, moi j'avais du mal un peu à gérer la pression à la fin de la compète. T'avais quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans, ok. Et donc là, t'as des grosses nations en face. T'as des équipes comme Red Bull. T'as des mecs solides en face de toi. Ça fait des années ils font ça. Et c'est surtout que les mecs en face de moi, ils ont 25, 26 ans. Donc ils ont beaucoup plus d'expérience que moi au final. Mais moi, j'avais une technique, c'est que j'avais de l'ascensionnel avant et que j'avais commencé à 12 ans et que le saut d'avion, normalement, tu commences à 15 ans. Et entre-temps, j'avais déjà fait 1000 vols d'entraînement en ascensionnel. Et j'avais 100 sauts d'avion environ quand je suis arrivé au championnat du monde. Et donc, du coup, championnat du monde, à la fin, il se passe des ex-aequo et ainsi de suite. Et là, je passe en demi-finale, finale. Et demi-finale, je suis ex-aequo avec un Français et un Russe. Enfin, le deuxième Français junior. Et sur le dernier saut, je garde la tête froide. Je fais un 1, je crois. Le Français, il fait un mauvais score. Et le Russe, il fait 3, je crois, ou 2. Et du coup, je deviens le plus jeune champion du monde junior. Depuis, ça faisait des années et des années en France qu'il n'y a pas eu de champion du monde. Ça relance une dynamique en France. Pas que moi, parce qu'il y avait de très bons niveaux. On parle de Thomas Jeanneret, Déborah Ferrand, qui sont aussi dans leur catégorie champion du monde, recordman, très fort, Mathieu Guin,
il y a pas mal de gens, les frères Ferroni qui sont maintenant en équipe avec moi. Donc, mais voilà, donc ça décante sur beaucoup de choses et le niveau français commence à reprendre parce qu'avant les Français étaient les favoris. Pendant des années, ils avaient été un peu mis de côté. Ils n'avaient pas un très bon niveau et là, ça repart. Et là, on est dans un bon engouement à l'issue des championnats du monde. Du coup, je recontinue. Voilà. On a fait le tour, en vrai. Ouais, mais on passe à ton aventure e-com dans un instant, mais on va faire un long détour, mais je trouve ça intéressant. Juste, ça gagne sa vie, un champion de parachute? Tu peux. Alors d'aujourd'hui, il y a 2 possibilités pour pouvoir être rémunéré. La première, c'est tu fais comme les frères Soulflyers ou Airwax, par exemple, qui est tendance en ce moment. Les frères Soulflyers qui sautent et qui font du show. Donc c'est les gens, c'est 2 personnes qui sautent du Burj Khalifa, qui font voilà. Donc c'est de l'événementiel, du show. Okay. T'as compris. Donc c'est cette partie-là. Ils font toujours de la compète en parallèle. Ouais. La deuxième partie qui est possible, c'est de rentrer à l'armée des champions, bataillon de Joinville, dans lequel du coup, alors d'aujourd'hui, il y a la moitié des équipes qui y est. Je fais partie des seuls civils où vraiment moi je suis pas de sponsor et en plus je suis pas militaire, je suis vraiment autonome. T'es le touriste. Je suis un touriste. Mais et donc là ils font quoi? Donc ces mecs qui sont à l'armée gagnent de l'argent, les mecs qui font du show j'imagine gagnent, enfin se débrouillent pour essayer d'en gagner. Exactement. Mais donc il y a aujourd'hui des parachutistes professionnels de l'équipe de France par exemple dont c'est le métier. Oui, c'est le métier et qui sont soit en CIP parce que leur employeur avec... Je sais pas ce que c'est CIP. CIP, c'est un contrat aménagé avec le ministère des Sports pour pouvoir prétendre à faire un contrat aménagé, tu vois. Tu fais du sport et quand tu vas pas en entreprise, c'est le ministère des Sports qui paye en fait l'entreprise pour... Ou sinon, t'es dans l'armée, maquillé au bataillon de Joinville, comme Martin Fourcade, qui était, tu dois connaître, qui était au bataillon de Joinville. Et donc là, t'es en fait maquillé en vert, en grosso modo. T'es maquillé en vert parce que t'as un bon niveau et tu représentes la France, non pas en civil, en FAI, c'est une fédération, mais sur la partie militaire, les Jeux mondiaux militaires. Ça existe, ça? Ça existe. Les Jeux mondiaux militaires. Il existe la même chose dans le parachutisme, parce que le parachutisme, c'est issu quand même de la guerre. Hein. Bien sûr. Donc, il existe la même chose dans le civil que dans le militaire. Et donc, pour les réductions de coûts, la France n'a plus d'argent et ainsi de suite. Et bien, pendant des années, il y avait que les militaires qui allaient aussi en civil et ainsi de suite. Et il y a un travail qui est fait main dans la main entre l'armée française et la Fédération française de parachutisme pour justement avoir des athlètes qui sont à la hauteur des échéances qu'on a. Voilà. Passionnant. Tu t'es posé la question? Je me suis posé la question, non. Tu es champion du monde, tu as 18 ans, non, t'es prometteur, tu peux dire... On avait parlé à l'époque, un ancien qui gérait l'équipe militaire avait discuté avec moi et j'avais été assez clair. Moi, je suis pas du tout prêt à le faire. Déjà, au niveau financier, ça paye pas. Donc, on a un bon rythme de vie et on vit de sa passion. C'est trop cool. Mais moi, vivre de ma passion, c'est pas mon leitmotiv. Moi, mon leitmotiv, c'est de prendre plaisir quand je viens faire de la compète. C'est pour me challenger, en fait. Je suis un challenger. C'est ce qui me challenge. Alors, aujourd'hui, quand j'ai fait un break d'1 an et demi du parachutisme pour me concentrer vraiment sur ma vie perso et pro, pour accélérer chez Webot, je me suis challengé de telle sorte à ce qu'on puisse passer des caps chez Webot. Parce que c'est ça mon leitmotiv en fait. Et c'est pas pour moi travailler c'est pas un travail. C'est bizarre à dire mais demain quand je vais chez Webot, c'est comme si en fait je me challengeais et que c'était une compétition. Mais pour moi je le considère pas ça comme un travail, tu vois. Il y en a le matin ils sont pas bien d'aller au boulot, ils sont démotivés. Enfin pour moi c'est une passion quoi. C'est passer des étapes, pousser les murs. Se challenger. Voilà. Excellent. 33 minutes pour arriver au e-commerce. Si vous êtes avec nous encore, j'espère que c'était intéressant, mais on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc, t'aimes l'air. Exactement. Drone, kitesurf, parachutisme. Tu es égérie chez. Tu es sponsorisé par Nano Racing. C'est là que tu découvres un peu le biz et le e-com. La startup. Et en 2019, tu arrives chez Webot. Exactement. Comment tu arrives chez Webot?
je fais des études en aéronautique. En parallèle de NanoRacing, je monte ma marque de talons, la fameuse. Et quand je monte le site Alors, internet... la fameuse, tu l'as abordée quand on a enregistré, avant qu'on prépare l'épisode, et puis tu l'as mentionné brièvement, mais je résume. En précision atterrissage, donc on tape avec le talon. Tu dis que les talons classiques, ça suit, c'est pas pratique. Donc tu crées une marque qui s'appelle Quick Heel. Quick Heel, de talons spécifiquement pour l'atterrissage de précision en parachutisme. Tu la lances, tu fais aussi des... Impression 3D, branding, site internet, tout de A à Z. Et là, je reprends en fait le concept de la startup qui vend des drones pour vendre la même chose. Et donc là, je lance toute une gamme sur un d'actifs. marché mondial estimé à 650 € par an. Voilà. Ça, mais pour moi, c'était le fou, TAM, le Total Addressable Market, voilà. il est à 2500. Détrompe-toi, mais en tout cas, il y a une belle niche. Okay. Il y a une belle niche. Et donc, du coup, je me dis, OK, je me lance. Et j'ai attendu d'avoir mes 18 ans pour, du coup, ouvrir le site internet, ouvrir ma micro-entreprise, déposer à l'INPI mes idées et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, en vendant des talons, comme tu l'as compris, avec mes 650 €, je vais pas aller loin. Donc du coup, je me dis, ah mais en fait, il y a un marché pour vendre des casques, je vais vendre des... Voilà. Et je vois le dropshipping. Et je me dis, ah mais c'est trop bien ce truc. Et je vois Oberlo. Donc un outil API qui se connecte entre ton Shopify et AliExpress. Et qui vient faire les liaisons pour automatiser toutes tes commandes. Je dis, ah c'est pas mal. Et donc là, je commence à faire quoi? À mettre des articles. Moi, je mets une photo, un prix, je sais même pas ce que c'est une marge. Je sais pas, enfin, si je savais avec NanoRacing, mais en tout cas, voilà, je lance le truc, quoi. Je dis, mais c'est bizarre, il n'y a personne sur mon site. Et là, je regarde comment attirer des gens sur ton site. Et là, je vois SEO, SIA. Et je dis, ah, ok, c'est ça qu'il faut faire. Et donc là, je me passionne pour le SEO. Et je commence à être sur les premières requêtes sur casse parachutisme, sur gants parachutisme et ainsi de suite, qui sont des niches où il n'y a pas trop de volume, pas trop de concurrence. Et ça me permet même de me faire la main. Je découvre ce que c'est un fil d'Ariane, comment ça fonctionne un site internet, un footer, un header, ce que c'est les 3 piliers du SEO, mais pour moi, il y en a 4, qui sont la technique, le contenu, le netlinking, et pour moi, le 4e, c'est l'UX. Voilà. Et donc, je découvre tout ça, et donc, je monte le truc, et ça commence à bien marcher. Ça commence à bien marcher. Et je commence à avoir des armées qui me contactent. Et je vois le film War Dog. Je crois que c'était War Dog. En fait, il était drôle ce film. C'est des Américains qui commencent à vendre un truc. Et puis après, ils commencent à vendre des armes. Et ils vendent à tout et n'importe quoi. Ouais, avec Jonah, je prononce mal son nom. Non, Jonah Hill et Miles Teller. Il est drôle. C'est trop bien ce truc. War Dogs. C'est trop bien. Je dis, en fait, je veux faire comme eux. Donc là, je vais en boîte de nuit. Donc, je passe du coq à l'âne, mais c'est la réalité. Et parce que je suis jeune et je me dis, en fait, on m'a toujours appris dans le parachutisme et autour de moi, il faut te faire des contacts. Et pour moi, faire des contacts, si demain je rentre dans ton bureau, tu me connais pas, tu vas pas me donner l'heure. Par contre, quand tout le monde a un petit coup dans le nez et tout, en boîte de nuit, ça passe toujours mieux. Et souvent, des fois, tu rencontres, quand tu vas dans des bons endroits, des bonnes têtes. Donc là, je commence à rencontrer directeur international IBM, des têtes, tu vois. Et je me dis, ah, c'est quand même pas mal et tout. Et de fil en aiguille, ce site internet, je le pousse et jusqu'à gagner des appels d'offres pour l'armée. Donc, je vends du matériel à l'Algérie où je gère tout l'import-export avec quelqu'un qui était associé sur le projet avec moi, le Danemark. Et je commence en fait à faire des appels d'offres en plus de mon site internet parce que en fait, il était bien placé et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'est née la partie e-commerce, dropshipping beaucoup SEO parce que j'avais pas d'argent pour le SIA. Et donc, ça a commencé comme ça. En parallèle de mes études, du coup, je faisais toujours du drone. Et on m'a débauché en Suisse pour être instructeur pilote de drone. Donc, j'ai quitté mon emploi en France et mes études. Et je suis parti là-bas. Ça s'est pas bien passé. Je suis revenu. En fait, c'était une société un peu frauduleuse. Il avait pas les fonds. Enfin, il se cassait la figure, quoi. Donc, je me suis fait un peu avoir. Bon, c'est pas grave. Je suis revenu et là, j'étais à mon compte. Et j'ai commencé à faire du conseil en entreprise avec tout ce que j'avais pu emmagasiner sur conseiller comment on crée un site, comment on fait du SEO, comment on calcule ses marges, comment on fait ci, comment on fait ça. Et j'ai aidé du coup des gens de mon entourage et je me suis fait la main. Et à la fin de chaque mois, en fait, il y avait de l'argent qui rentrait. Mais quand tu veux prendre un crédit à la banque ou que tu veux faire quelque chose et que tu as une micro-entreprise, on te regarde un peu de haut. Et à ce moment-là, du côté perso, mon grand-père allait pas très bien et je lui avais toujours promis que j'allais racheter sa maison.
Et je me suis donné les moyens assez rapidement je me suis dit, en fait, il faut garder ton activité, ta boîte. Tu rentres en CDI dans une boîte. Donc, j'ai eu 3 propositions à l'époque. Timelapse Go, Epson France pour les imprimantes 3D et Webot qui m'a appelé. Et Webot, il me proposait un poste de réparateur de trottinette électrique. C'est bien. Et j'ai dit, mais ok, mais trottinette électrique. Et en fait, quand je faisais du drone, je concevais mes drones, je faisais de la découpe laser, CNC, je faisais tout de A à Z, la conception de A à Z. Et je connaissais tout ce que c'était l'électronique parce que c'était exactement la même chose dans les skateboards, dans les trottinettes électriques, c'était tout pareil. Pour moi, c'était un jeu d'enfant. En fait, on met plus le moteur sur un drone, mais on met le moteur dans une trottinette. C'est trop simple. Donc du coup, on a parlé, on a fait une discussion, j'ai été embauché. Très rapidement, j'ai passé les échelons chez Webot. Au début, j'étais sur la partie SAV, comme j'étais techniquement calé. Donc je rentre de ce côté-là. Et ensuite, rapidement, je passe responsable SAV. Rapidement, je passe sur des missions annexes. Et j'ai toujours fait la même chose que dans les expériences passées. C'est apprendre ton boulot. Mais j'ai pas pour but de le voler, ton boulot. Mais en fait, d'emmagasiner beaucoup d'expérience. Et alors d'aujourd'hui, j'accélère un peu, mais on arrive du coup à l'heure d'aujourd'hui. Directeur des opérations. Directeur des opérations où je chapeaute l'ensemble de la boîte. Alors, tu arrives chez Webot en 2019, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Dans un instant, tu m'expliques les débuts de Webot parce que c'est assez fun. Ça fait 3,5 millions quand tu y rentres, avec quelques boutiques, mais principalement en ligne. Aujourd'hui, ça fait 15 millions, donc 80% en D2C sur le site. 80%, ça fait quoi? Ça fait 12 millions d'euros sur le site. Le reste se fait dans 4 boutiques. Exactement. Ça a été fondé par deux étudiants, c'est ça, en 2015? Ça commence en 2015. Yann et Isaac, qui sont étudiants en commerce, achètent à l'époque des overboards. Et c'était le début des overboards. Il y a eu, tu sais, à un moment donné, une vague. C'est comme les drones, à un moment donné, il y a une vague. Bah là, c'était la vague des overboards. Ils en achètent 2. Donc en Chine, ils achètent 2, ils les font livrer et tout. Bon, ils en achètent 4 parce qu'ils ont vendu les 2. Puis ils en achètent 8. C'est une vraie histoire. 16, 32, 64 et ainsi de suite. Et ils arrivent à Noël. Et à Noël, ils les vendent comment? Ils les vendent, je crois, au début à l'entourage, Le Bon Coin, et puis ils se montent un petit site. Et ça a commencé comme ça, ils ont été sur Shopify direct. Donc voilà, ils commencent au début de Shopify. Et puis, ils se disent, on va se lancer dans une boutique. En fait, dans leur famille, ils sont très entrepreneurs dans leur entourage et ainsi de suite. On va prendre une boutique. Donc, ils n'ont pas choisi la plus moche ou quoi. Ils ont pris Paris 16e, rue Gustave Courbet. Rue Gustave Courbet, c'est ça exactement. Et donc, ils prennent une boutique en parallèle. Donc, ouais, c'était la première boutique, voilà, c'était comme ça. Et donc, ils sont toujours étudiants. Ils mettent dedans, pour Noël, un mec dedans. Ils prennent le loyer de la boutique et ils n'avaient pas de quoi payer la boutique. Donc, ils disent à la proprio, vous inquiétez pas, on a des fonds, on est solide et ainsi de suite. Ça fait rien en poche. Ils ont pris une carte avec paiement différé. Ils avaient été débités dans 30 jours. Et c'était un vrai pari, quoi. Donc, ils mettent le stock d'overboard, un ordinateur, c'était un Mac. Et c'est tout Webot. Et la société part comme ça. Ça, c'est en 2015, 2016. 2015. En 2019, ils font 3,5 millions de serveurs. Exactement. C'est fat. Et ils arrivent à négocier parce que tout le monde peut être importateur, tout le monde peut aller acheter sur Alibaba. Comment ils font? Elle est assez drôle, l'histoire. Donc, ils ont cette première boutique. Ensuite, ils se montent une petite team à Colombes. Donc, ils sont environ 5-6 personnes. Avec une personne que j'apprécie tout particulièrement, Pierre Vouette, qui m'a appris la partie SEO chez Webot, qui va renforcer mes connaissances. Et qui, cette personne, a réussi à monter un site déjà qui tournait vraiment bien. Qui avait du trafic, et puis donc ils vendent et ils font du dropshipping. C'était les dropshippers, quoi. Donc ça revient un petit peu sur mes expériences passées. Tout ce qu'ils font, en fait, c'est le truc que je faisais un petit peu de mon côté. Et là, du coup, ils font beaucoup de drops. Donc à chaque fois qu'ils achètent une trotte, ils payent le fournisseur et ils l'envoient direct chez le client. Donc ils font du drop. Et donc c'est comme ça que ça commence à prendre. Oui, là on est en 2015-2016, c'était la grande époque, avec des délais d'expédition qui sont parfois un peu chiants. 2 semaines, 3 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était vraiment compliqué. Donc c'est comme ça qu'ils débutent. Et en fait, nous on est uniquement revendeurs à ce moment-là. Sauf qu'à un moment donné, quand tu deviens le plus gros revendeur de chaque importateur en France, il y en avait 4, les importateurs... Et on disait pas aux importateurs, on était un peu discret là-dessus. Lui, il pensait qu'on achetait tout chez lui. Mais non, en fait, on avait réparti nos billes. Parce que pour la gestion SAV, quand c'est l'importateur qui garantit sur le territoire français la marchandise,
c'est bien d'avoir plusieurs importateurs quand tu vends la même chose, parce qu'il y en a un, il va pas gérer ses garanties ou il aura pas de pièces détachées, et l'autre, il les aura. Donc, au moins, t'atténues un peu, ça fait un peu fusible. T'as acheté un peu de cam chez lui, un peu de cam chez lui. T'as plusieurs interlocuteurs, certes, mais au moins, t'es pas dépendant d'une seule personne. Parce que s'il y en a un, il te lâche en cours de route, bah toi, t'as une garantie de 2 ans à offrir à tes clients en France. Donc voilà. Et après, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Les marques, les usines en Chine, elles ont dit bah, à l'importateur, c'est qui ton plus gros client? Bah, c'est Weebot, mais au 4. Et donc, du coup, les Chinois, nous, on n'arrêtait pas de les tanner. Vendez-nous en direct. À un moment, ils ont craqué. Parce qu'on était le plus gros des 4. Enfin, voilà. Et nous, on faisait, en direct on faisait que du B2C. Depuis 10 ans, on fait du B2C. On a lancé le B2B en janvier. Mais en réalité, nous, on voulait vraiment faire du B2C. Donc, importateur à l'issue, et on récupère tous les contrats des plus grosses marques en Chine, et on se fait une belle image en Chine, et toutes les marques veulent travailler avec nous. Et là, c'est nous qui refusons. Donc, tu choisis tes... Là, on choisit. Tu choisis tes modèles. On choisit. Ça s'est complètement démocratisé. Alors, je me souviens des hoverboards, on en croisait partout. Et d'ailleurs, en plus, tu pouvais construire des choses. Tu vois. J'ai même vu récemment, je crois, un hoverboard sur un monté ou sur une sorte de chaise roulante. Enfin, tu vois, il y a l'overcart aussi, il y avait plein de choses. Pareil, la trottinette, ça a explosé en l'espace de 10 ans. Mais aujourd'hui, on peut en acheter partout. Et Decathlon fait partie des gros revendeurs. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi j'irais chez Weebot et pas déjà, parce que quand tu vas taper trottinette électrique, on sera devant Decathlon. Oui, mais ça c'est ok. Voilà, déjà en SEO, en SIA, et parce que en fait en France, on est quand même un spécialiste. Demain, tu peux acheter en libre service, enfin en grande surface ta trottinette électrique, mais derrière tu auras affaire, et on l'a connu à l'époque à Fnac, Darty et ainsi de suite. On aura connu du SAV qui était mal géré chez Fnac, Darty, Boulanger et tout. Donc en fait, de parler à un acteur qui fait que ça, c'est quand même beaucoup plus rassurant, une meilleure expertise et ainsi de suite. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est la facilité de paiement. Chez Weebot, depuis toujours, en fait, le slogan de Weebot, c'est le paiement, la clientèle autour du paiement, ou j'ai plus les mots exacts, mais c'était le slogan de Weebot. Et on a été les premiers en France, e-commerçants, à intégrer du paiement en plusieurs fois. On a été le client historique de Alma. Ok. Donc Alma, quand il s'est lancé, on était au début avec eux. Donc on a commencé à faire du plusieurs fois et ainsi de suite. Donc déjà, facilité de paiement. Les Darty, Fnac et tout, ils n'avaient pas. Ils avaient Cofidis et encore, c'était les débuts. Donc facilité de paiement, spécialisation avec la partie SAV qu'on autogère, et aussi la visibilité. Et puis le branding, la marque. C'est toute une expérience chez Weebot quand tu achètes. On vient s'assurer que tout se passe bien, et la satisfaction client, c'est hyper important chez nous, très très important. Et donc il y a des marques que je trouve chez vous mais que je trouverai pas sur Amazon ou ailleurs? Alors sur les marques, déjà tu trouveras tout chez nous. Tu trouveras simplement pas des marques chinoises. Alors tout vient de Chine, mais tu trouveras pas des marques chinoises de basse gamme, je vais plutôt me reprononcer, que tu peux retrouver sur Amazon, mais qui à terme vont se faire sauter d'Amazon ou autre. Donc nous, on vend que... jusqu'à l'année dernière, on était sur le segment de la haute trottinette. Donc on vendait des trottinettes à partir de 600-800 € minimum. Et donc on était vraiment une marque un peu haut de gamme, tu vois. Et là, le marché est en train de se tourner vers la trottinette un peu plus low cost, parce que les gens ont moins d'argent, parce que c'est juste pour aller chercher la baguette de pain. C'est une commodité presque, la trottinette, hein, que tu sors pour aller chercher ta baguette de pain. Ouais. Voilà, donc du coup, on est... Et vous y allez? On y est. On a suivi le mouvement. Voilà. Ok, intéressant. Qui achète? C'est qui le personnage aujourd'hui? On a 2 types. On a monsieur, madame, tout le monde qui veut aller au travail, et pour du loisir. C'est 2 types. Mais vraiment, en fait, on touche tout le monde. Il n'y a pas de... Il y a même papy le papy ou le petit jeune qui veut ça pour son cadeau de Noël, quoi. Il n'y a pas d'éthique. Oui, il y a une démarcation, si tu veux, sur du 18-30 ans, parce que c'est des gens actifs. Mais en fait, on touche tout le monde. Ok, compris. T'apprends pas mal de choses. La première, c'est Pierre Vouette qui te le passe, c'est sur le SEO, et ce que tu reprends aujourd'hui. Et effectivement, vous êtes très bien placé sur pas mal de requêtes. Tu m'as dit que tu as 4 piliers du SEO, hein, la tech, le content, l'UX et le netlinking, pardon. Ouais, exactement. Tu me les décris? Le contenu, c'est la rédaction du coup de texte.
On y arrive maintenant beaucoup avec la partie IA. On automatise beaucoup cette partie-là. Tu peux me décrire comment tu automatises ton process de création de contenu C'est simple, tu fais un brief. Nous, on est assez... on s'est devenu un peu une usine, hein, Webot. Avant, on est des petits artisans dans notre entrepôt. Maintenant, on fait vraiment... on a un système d'automatisation. Tu me disais qu'au début, quand tu faisais une vente, fallait ouvrir la fenêtre pour parler entrepôt et crier est-ce qu'on en a en stock, quoi, exactement. Et le pire de ça, je me rappellerai toute ma vie, c'est que entre le moment où le mec il a ouvert la fenêtre et il dit est-ce qu'il te reste une Thunder, l'autre, donc il est en train de faire le paiement, le client il tarde pour payer, et il y en a un autre, il ouvre la fenêtre, il dit t'as une Thunder encore, ouais c'est la dernière, et il y a les deux clients, ils ont payé sauf qu'il n'y a qu'une trotte. Et on n'avait pas de gestion de stock optimale comme à l'heure d'aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que du coup, on automatise, on fait un brief SEO et ensuite, on se lance à la rédaction. Et beaucoup maintenant, on utilise des prompts avec du chat GPT, avec OpenAI, avec plein de solutions qui existent pour accélérer la partie contenu. Chat GPT en l'occurrence, Claude est très très bon dans la rédaction, par exemple. Je trouve Claude parfois meilleur en français. Après, on est très encore à la main. Okay. Très encore à la main. Je vais dire, ça fait 30% d'IA. Dans les textes. L'IA te fait la base et elle est reprise à la main, ou tu fais la base? Corriger les fautes, reformuler, faire la structuration du texte, la base de contenu, tu vois, on a toujours dans une fiche produit, elle est comme ça. Ça vient reprendre. Donc, tu écris tes blocs et ensuite, tu dis à l'IA, vas-y, mets-le-moi de la telle sorte que je puisse l'intégrer rapidement. Ok. Et les assets? On n'utilise pas trop. T'as vu, pardon, on fait une parenthèse, hein, mais les vidéos Google, c'est en IA, pardon, j'ai fait une phrase complète, mais elles sont juste incroyables. Ouais. Un peu bluffant. Donc vous utilisez pas trop, ça veut dire, mais il faut quand même c'est bien de mettre une petite photo sur un article. En général, ça le fait remonter. On a du Google. Ah, Altext. Oui. Ok, j'ai pas compris. Oui, Altext, on est très bien calé, ouais. Altext avec les images. Après, t'as le netlinking, du coup, les stats qui parlent de toi. On a la chance d'avoir un site où on avait une partie blog qui marche très bien et donc du coup on fait des sujets intéressants et beaucoup de monde parle de nous. On a également la partie UX, donc on a refait le site même s'il reste un peu là dans son jus puisqu'on l'a refait il y a 2-3 ans, mais avant c'était vraiment old school, mais par rapport à la concurrence, si tu veux, je pense qu'on est quand même mieux au niveau UX. Et après, le SEO, au niveau UX, quand tu commences à acheter des choses, ça peut devenir dangereux. Donc, on évite de repasser sur une refonte là pour le moment. Mais en tout cas, c'est le cas. Et après, la technique, améliorer ton CSS, ton HTML, ton code. Donc là, on a fait le tour des 4 piliers. Ouais, excuse-moi, je regardais la date de création du domaine qui est de 2015, voilà, lors de la création de la boîte. Très bien pour le SEO. Je t'ai demandé la place de l'IA dans le SEO, mais l'IA n'a pas que la place dans le SEO. Tu l'utilises à d'autres endroits aussi. Vous avez un super SAV, vous faites du service commercial. Comment est-ce que tu as inséré de l'IA dans ces... Alors avant que l'IA existe vraiment, on avait utilisé du Typeform, que tu dois connaître, avec des flows, des automatisations. Et alors aujourd'hui, je te donne juste un exemple, on a un support service technique. Quand demain tu as une panne avec ta voiture, tu appelles le garagiste et le garagiste, des fois il a un réceptionniste ou des fois il te répond ouais viens à tel moment, je regarderai la voiture. Nous depuis toujours, on a pensé à distance de monter un service qui va faire de la visioconférence, qui va faire du mail, du chat et des appels. Et ce service-là, du coup, ce qu'ils font, c'est avant même que n'importe qui arrive en atelier, ils passent par ce service-là. Et du coup, c'est un gros moulin qui tourne et qui vient sortir en fait tous les clients qui n'ont pas besoin de venir physiquement en fait. Et voire même un client quand il est un peu connaisseur et qu'on peut lui envoyer la pièce détachée parce qu'il a envie de faire les réparations lui-même, et on lui envoie la pièce, il envoie la mauvaise. Mais tu vois, ce service-là, il est là pour vraiment décomposer toute cette partie. Et depuis toujours, sur ces services-là, on avait fait une arborescence avec client vient te contacter, il te demande ça, donc c'est ça et ainsi de suite. Et on a fait quoi? On a automatisé des templates, donc des templates de mails qui sont déjà écrits, et on les a intégrés dans un Typeform. Donc en fait, l'arborescence, soit le client il passe par l'arbo en tout seul, et il est guidé vers la solution, et s'il n'y a pas de solution, vers une prise de rendez-vous atelier, soit à ce moment-là, c'est un humain qui le fait,
et qui suit aussi l'arborescence et qui vient faire cette partie-là. Donc avant, c'était comme ça, avec des automatisations d'autoréponse et ainsi de suite. Il n'y avait pas encore l'IA. Mais ça, pas dans Typeform, dans un... Enfin, tu lis ton Typeform à un Zapier ou un... Non, Ouais. Typeform pur. Typeform pur, ok. Typeform pur, ouais. Qui définissait l'email qui allait être envoyé en fonction des réponses qui avaient En été fait, données. les emails, on les a mis et dans Typeform et dans le CRM Ok. pour écrire aux clients. Ok, c'est quoi le CRM? Nous, on utilise Front. Ok. Ouais. C'est bien. C'est bien pour écrire des mails, pour répondre, c'est bien. Ça coûte cher, mais c'est bien. Front.com. Je crois que c'est pas ça, si. C'est un CRM qui s'appelle... Ouais, voilà. ouais. Et donc voilà, et donc du coup, tout doucement, on y vient à l'IA. L'IA, je pense qu'elle a mis du temps à arriver chez Webot concrètement. En fait, on peut entendre... Enfin, IA, c'est vaste, je pense, c'est très vaste. Et l'objectif, en fait, c'est dans chaque service d'automatiser et de structurer les services de telle sorte à ce que les tâches chronophages n'aient plus lieu d'être, en fait. C'est pas de supprimer l'humain au cœur de la société, parce que l'humain, notre clientèle, elle en a besoin, mais c'est de améliorer le quotidien d'un employé, de pur... tu vois, je te donne un exemple bidon, mais c'est pas pure IA. On a un outil avec lequel on appelle nos clients. Eh bien, on a enregistré, en fait, tu vois, à chaque fois que tu appelles un client pour lui faire payer un devis. Bonjour monsieur, je vous ai appelé. Voilà. Tu parles et à la fin, ton message au début dure 1 minute et puis au bout du 100e appel, ça dure 2 secondes. Ça t'a saoulé. Voilà. Ben maintenant, on a automatisé. Donc, à chaque fois, on a enregistré la typologie de messages téléphoniques qu'on a besoin. Et à la fin de l'appel, il clique et il sélectionne le bon et ça renvoie le message téléphonique propre. Tu vois. Donc ça, par exemple, ça c'est des gains Avec de le temps. même niveau d'attention. Tout pareil. C'est le même message. Le premier comme le 200e, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des petits exemples qui, dans un quotidien, font gagner énormément de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc on s'y retrouve. Vous êtes une cinquantaine, hein? 50 d'employés. Ouais. C'est quoi la répartition siège, entrepôt, boutique? On a Enfin, siège, bureau, entrepôt, boutique. On a, je dirais, siège. Les boutiques, c'est des équipes de 6-7 personnes. Il y a 4 boutiques, cette fois 4, 28 personnes, donc max. Ouais. Qui font le SAV ou il y a un... En fait, les boutiques, on a 3 boutiques. On a Bordeaux, Lyon et Boulogne-Billancourt, où c'est vente et atelier. Donc il n'y a plus la boutique du 16e? Il n'y a plus la boutique du 16e. Non, elle était trop petite, elle coûtait trop cher. Donc ils font les boutiques, tu m'as dit Bordeaux, Lyon et Paris, région parisienne. Il y en a 2 à Paris, ouais. Ouais. Courbevoie, Boulogne-Billancourt. Qui font vente et atelier. Exactement, sauf Courbevoie, qui est, elle, simplement un showroom. Ok. Où il y a les produits et il y a les équipes support qui sont... Donc une trentaine de personnes, enfin un peu moins, entre 25 et 30 dans les boutiques. Ouais. Et exactement. le reste... L'autre partie, c'est sur la partie en ligne et logistique. Et logistique, on a peu de personnes parce que tout est automatisé. On a un bon process maintenant. Avant, on avait externalisé la logistique. Là, on l'a réinternalisé. Et on a interconnecté notre Shopify avec un outil logistique. Et la liaison se fait bien on utilise Shippingbo. Ok, Shippingbo. Shippingbo, voilà. On croise souvent sur le panier. Et on est en train de travailler vraiment avec Shippingbo main dans la main en ce moment pour automatiser encore davantage pour que notre logisticien, il ait plus à réfléchir, il ait juste à aller chercher à l'emplacement A, B, C. C'est ce qui se passe déjà, mais là, on est en train de passer un next step d'automatisation avec des EN, avec des choses qui se font dans la logistique, mais ça a mis du temps chez Webot à être mis en place. Tu as vécu le passage du drop au stock chez vous? Je l'ai connu, mais je pense que le drop n'est pas mort. Je sais pas si c'est la finalité de ta pensée. Non, mais on peut y aller très bien. Non, Ouais. C'était justement à quel moment tu commences à internaliser du stock pour pouvoir en tampon. Quand t'achètes en Chine, en vrai, t'es obligé d'acheter et de mettre du stock. Tu vois, on était des dropshippers avec les importateurs européens. Mais à un moment donné, quand il faut acheter et qu'il faut mettre en stock, bah, c'est là où tu mets en stock. T'as plus le choix. Okay. T'as plus le choix. Et puis aussi, tu commences à plus avoir trop le choix quand ton importateur, il a plus assez de stock pour toi. Alors que toi, tu débites et que tu as des employés à payer et que ce qui te fait vivre, c'est de vendre. Et il faut vendre de la cam. Donc voilà. Et allons sur l'autre sujet, le drop est-il mort? Bah non, le drop n'est pas mort. Je pense qu'il est de façon détournée, que ce soit un drop de service ou un drop de produits physiques. Il est bien présent et il faut simplement l'utiliser à bon escient. Et c'est l'image des influenceurs qui ont terni ça parce que c'était des délais longs, c'était de la qualité pas ouf et ainsi de suite. Mais je pense que non, c'est pas du tout mort. Voilà. Et au final, tu drops. Demain, tu vas faire un click and collect dans un magasin. Bah, en fait,
Enfin, c'est un drop. Au lieu d'aller le chercher dans le... Enfin, par exemple, chez nous, admettons, tu achètes sur le site internet, tu te fais pas livrer chez toi, tu te fais livrer directement au magasin, c'est un drop détourné. Enfin, mais je pense que le drop n'est pas mort, non, du coup. Tu as mis en place des automatisations. Je vais reprendre ma phrase, excusez-moi. Tu as mis en place des automatisations sur la partie SAV avec le diagnostic à distance, les réparations. Exactement. Tu me parlais aussi d'automatisation et de fluidification sur le service commercial. Service commercial, effectivement, je t'ai parlé déjà, par exemple. c'est quoi son rôle? Parce que vous avez des boutiques, vous avez un site. Ouais. En fait, chez nous, quand tu rentres dans une boutique physique, en fait, c'est le site internet, mais physiquement. Donc, tu as quelques produits, tu as une tablette, un peu comme chez McDo. Shopify POS, je vous rappelle l'épisode qu'on a enregistré il y a quelques semaines. Mais tu as une vraie tablette, comme chez McDo, où tu vas faire tes achats, en fait. Et tu as un vendeur qui est là pour te conseiller, et tu as aussi la partie atelier. Et donc, sur la partie... Je vais m'en mettre les Service photos. commercial. Service commercial. Déjà, la première chose, c'est par exemple les messages téléphoniques. Avant, les enregistrer, maintenant plus. Et on a environ, je dis pas de bêtises, environ 20 canaux commerciaux. Je t'en donne un, par exemple, qui voilà. Tu vas sur le site internet Webot. Et quand tu vas sur le site internet Webot, tu trouves quelque chose qui est en rupture. OK ? Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? On l'a pas en stock physiquement. Mais comme maintenant on fonctionne qu'avec du stock, qu'on fait plus de dropshipping, eh bien, il est en rupture le produit, ok ? Sauf que le produit réel, tu peux peut-être l'avoir chez un fournisseur, ok ? Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Le client, il va mettre me prévenir quand disponible. Il y a un commercial qui va récupérer l'information et ensuite il va l'appeler et il va lui vendre le produit malgré le fait qu'il est en rupture et on va le dropper chez le client. Donc ça, c'est l'un des canaux commerciaux et sur lequel on va plugger des autoréponses, tout un tunnel de vente et tout un flow de telle sorte à ce que avant qu'on aboutisse à cet achat, tout le travail en amont des échanges et ainsi de suite, ça soit au maximum automatisé. Compris. Vous intégrez WhatsApp ? On intègre WhatsApp. Avec qui ? Wax. Avec Wax, qu'on salue, qui est passé sur le panier. Comment tu le gères ? En fait, on a un outil chat plus WhatsApp. Les deux outils, ils sont, je pense, équivalents en termes d'utilisation. Donc, c'est Crisp qu'on utilise avec Wax pour la partie WhatsApp. Et Crisp nous permet des fonctionnalités assez folles. On a, je sais pas si tu connais bien Crisp ou pas. Mais, moi, oui, mais peut-être que tous nos auditeurs non. Donc, vas-y. Donc, quand tu es un vendeur sur Crisp, tu peux voir l'écran de ton client en temps réel. Tu peux voir où il se déplace. Tu peux lancer un chat comme ça, d'un coup, alors qu'il est sur une page et qu'il n'y avait pas de chat prévu à ce moment-là. Voilà. Et sur la partie WhatsApp, c'est à peu près pareil. Et la partie WhatsApp, on s'en sert pour les paniers abandonnés, par exemple. Par exemple, quand tu fais un achat chez nous, le client il va te contacter pour son numéro de suivi. Avant que le client nous contacte, dès qu'on a un numéro de suivi, au lieu de lui envoyer un simple mail en plus, on lui envoie un WhatsApp où on envoie des étapes de WhatsApp. On en est là. Et ça lui permet, parce que les mails, maintenant, les gens ils les lisent plus trop. Et donc, du coup, on passe beaucoup sur soit du SMS, soit du WhatsApp. Je veux bien que tu me parles de ton merchandising, comment tu comment tu ordonnes, quel ordre tu donnes à tes produits et quelles règles surtout tu donnes à cet affichage. Et donc sur ta page catégorie, et ensuite on parle de ta fiche produit. C'est génial parce que je vais sur Fatbike, dans la 4, Fatbike, qui sont ces vélos qu'on croise régulièrement avec des énormes roues qui font du bruit en plus, ils sont marrants. Ils font... ta page, elle est incroyablement longue et complète, mais il y a 4 produits. Et c'est l'intégralité des Fatbikes disponibles. Exactement. Donc je veux bien que tu me parles de tes pages catégories. On a sur la partie Fatbike déjà une marque propre, qui est Garrett Miller. Ouais. Ça appartient à nous. Ok. Donc ça fait 7 ans qu'elle existe. On a un site aussi vitrine Garrett Miller. Et donc du coup, on n'a pas pour ambition de pousser d'autres produits, puisque c'est notre marque avec notre marge, notre belle marge. Et donc du coup, sur lequel on est maître du SAV et ainsi de suite. Bon. Sur les collections, c'est assez simple. On a un haut de page avec du H1, une intro, les produits rapidement. Parce qu'il faut savoir qu'en SEO, c'est pas que simplement savoir se positionner
sur la requête, c'est aussi toute la navigation en interne qu'il faut réfléchir. Et donc, du coup, l'information, elle est rapidement en haut et en bas de page. Sur du long train, tu as des textes, tu as des choses qui correspondent à la SERP pour aller se placer sur le mot-clé. Donc là, tu n'as que 4 produits, donc le rangement, il est par ordre croissant du prix. Croissant, ok. Voilà. Et la page incroyablement longue et très complète sur bien choisir, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, des articles connexes qui viennent du blog. Voilà, par exemple, va dans les pièces détachées, à titre d'exemple. Pièces détachées, j'y suis. Ouais, va dans les pneus, par exemple. Ok. Et bah, quand tu arrives sur la Pneus de collection, trottinette électrique. déjà, tu connais comment tu choisis ton pneu. Tu connais, toi, la taille, les matériaux. Jamais. Ok, descends. Ouais. T'as tout qui est expliqué sur le pneu, Ouais, effectivement. de A à Z. Et même mieux, va sur une fiche produit, prends allez, un pneu, mets pneu plein du Altron Mini, par exemple. Pneu plein du Altron Mini. Clique sur la fiche produit et là, on va y aller. Pneu plein du Altron Mini. Ouais. Vas-y, descends un petit peu dans la description. T'as une vidéo ? Ouais. Ok, sur chaque produit de notre site, dans la mesure du possible, au moins sur la partie pièces détachées accessoires, on met des unboxing tests. Et sur la partie pièces détachées, en plus d'expliquer comment on change un pneu dans la collection pneus et d'expliquer comment on le choisit et ainsi de suite, on fait une vidéo. Et donc, du coup, tu fais en atelier. Qu'on fait un atelier. T'as combien de produits sur le site ? On a un catalogue de 10 000 produits. Ok. Et il y en a combien dans l'entrepôt ? Ou dans les boutiques ? Dans les boutiques, il n'y en a pas trop. Il y en a genre 800. Ok. 800 refs. Et dans l'entrepôt, on en a 6000 en stock, parce que le restant est en rupture. Ok. 10 000 avec pas... Donc c'est principalement sur la pièce détachée et les accessoires ? Le gros du catalogue ? Les pièces détachées, ça représente 3000, je vais dire. 3-4 000. Ok. Ouais. Et accessoires aussi, c'est un gros morceau. Et trottinette électrique, on a 188, si je ne me trompe pas. 186 disponibles sur le site, donc il y en a peut-être qui ne sont pas publiés. Voilà. Ou pas sur le canal. 3 en cours là, okay. qui vont arriver. Et puis les vélos, on en a 20. Et on pousse exclusivement la partie Garrett Miller, qu'on a en marque propre. Mais on s'est tourné sur la partie vélo depuis ce début d'année. Et on est en train de monter des positions sur la partie vélo. Notre but, c'est pas d'être un Alltrix, mais c'est de pouvoir avoir un matelas de secours sur une rentrée d'argent sur la partie vélo. Parce que on est dans la mobilité électrique et il faut se dire, à l'époque, Webot, c'était des overboards, gyropods, gyro-roues, scooter électrique, moto, on a tout fait, quoi. Donc, on s'est reconcentré sur vélo, trottinette. On a mis plus avant le fat bike, mais on a une collection, si tu vois dans le méga menu, vélo, et là, t'as 20 vélos. Une vingtaine de vélos. Vous faites du ship from store ? Du click and collect ? Ouais, on fait pas click and collect pur. C'est le client, il vient, il récupère. Ou sinon, il vient et manuellement, c'est un commercial qui vient créer une commande qui est livrée vers le magasin depuis l'entrepôt. Donc, il vient 2 fois ? Tu peux pas commander en ligne et choisir de récupérer dans le magasin de Bordeaux ? Non, on fait pas ça. Okay. Parce qu'on part du principe que un mouvement de stock vers un magasin, c'est une perte de temps pour le vendeur. En fait, il faut vraiment, je pense... et il y a une rotation qui se fait alors d'aujourd'hui avec l'IA, avec les façons de penser et ainsi de suite. Et on pense sincèrement que une fois que le client il a passé l'achat en boutique, de le revoir, c'est un peu du SAV, quoi. Tu vois. Donc vaut mieux le livrer chez lui, tout en sachant qu'il a la notice, dès qu'il achète la trotte, il a le vidéo unboxing test montage, il a tout sous la main. Donc pourquoi il reviendrait chez nous ? Ouais, donc tu économises du temps à tes vendeurs, on en revient du trafic, en proposant le bon contenu au bon moment à l'acheteur en post-achat. Okay. Avec du WhatsApp, avec du Klaviyo par mail, avec toute cette partie-là. Ok, hyper intéressant. On a fait le grand tour que je voulais faire. Est-ce que tu vois des sujets qu'on n'a pas abordés ? Non, pas spécialement. On avait listé, non, mais je crois qu'on a fait ce grand tour. Ouais, on a été un peu... c'est un peu décousu ce qu'on a dit. Mais la finalité, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, Webot, c'est une grande fierté déjà personnelle, mais c'est pas moi derrière Webot, c'est une équipe. Yann et Isaac, toute l'équipe commerciale, l'équipe SAV, les ateliers. Voilà, on est vraiment... je suis un peu le porte-parole de Webot aujourd'hui, mais on est vraiment une équipe qui est soudée. Et chez nous, c'est hyper important de comprendre que il n'y a pas de demi-employé. Chez nous, vraiment, chaque employé, il a son mot à dire. À partir du moment où il a les arguments, et il apporte la pierre à l'édifice. Exactement. Il n'y a pas d'échelon ou quoi. On est vraiment à l'écoute parce que c'est hyper important pour la boîte.
Pierre, c'était passionnant. Pierre Asteix, A-S-T-E-I-X. A-S-T-E-I-X sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Et évidemment, allez faire un tour sur Weebot, WEE-BOT.com pour voir tout ce dont on a parlé, mais surtout la fiche produit et la page catégorie. Merci infiniment, merci à vous pour cet épisode un peu particulier, mais qui m'a beaucoup plu et j'étais content de te voir revenir. Quelle vie au pluriel avant même d'avoir commencé l'actuel. C'est vraiment décousu, on l'a raconté vraiment de manière décousue. Mais merci à toi, merci à vous toutes et tous. Pensez à vous inscrire, subscribe sur Apple Podcast, Spotify ou YouTube surtout. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut.